Du 29 mars, nous avons appris le décès de deux anciens élus de la ville, Claude Bonnet et Philippe Goetz, qui ont l'un et l'autre servi la collectivité sous la mandature de François Trucy de 1989 à 1995. Pour avoir échangé avec des fonctionnaires qui ont travaillé avec eux durant ces années-là, je sais qu'ils ont fait tous les deux honneur à leur mandat. Et je tiens, en ouverture du conseil, à rendre hommage à leur mémoire, à adresser à leur famille et à leurs proches mes plus sincères condoléances, ainsi que celles de l'ensemble du conseil municipal. Merci beaucoup. Et je vais donc proposer au conseil municipal la désignation de Béatrice Béramasson en qualité de secrétaire de séance. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Béramasson, notre Benjamin, est donc désignée en qualité de secrétaire de séance. On va faire l'appel. Béatrice. Merci Madame le maire. Madame le maire. Présent. Monsieur Carena. Présent. Madame Lévy. Présent. Monsieur Tanguy. Madame Turbat. Monsieur Jérôme. Madame Pain. Monsieur Cazot. Présent. Madame Andréotti. Monsieur Mahali. Madame Janvier. Monsieur de Saint-Cernin. Madame Mondonne. Monsieur Bonnet. Madame Audibert. Monsieur Moreno. Madame Chambon. Monsieur Charreton. Madame Bérard. Monsieur Mascaro. Madame Guérardi. Monsieur Lebert. Excusez et donne pouvoir à Monsieur Reynaud. Madame de Palins. Excusez et donne pouvoir au Docteur Jérôme. Monsieur Chenavard. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Monsieur Reynaud. Madame Genételli. Monsieur Tanguy. Excusez et donne pouvoir à Monsieur de Saint-Cernin. Monsieur Guiterres. Madame Jouve. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Madame Manzanares. Excusez et donne pouvoir à Madame Fortias. Monsieur Brochot. Présent. Madame Lisa. Monsieur Pardigon. Madame Portias. Monsieur Pelletier. Madame Moussaoui. Madame Pasquale-Cerny. Madame Drédy. Madame Layec. Madame Dir. Monsieur Pélissou. Madame Valliorne. Excusez et donne pouvoir à Monsieur Campus. Moi-même, Madame Diaz. Excusez et donne pouvoir à Madame Béramasson. Monsieur Do. Madame Mounier. Excusez et donne pouvoir au Docteur Andréotti. Monsieur Coutsef. Madame Roussel. Excusez, pas de pouvoir. Madame Savary. Présent. Monsieur Navarane. Présent. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Excusez et donne pouvoir à Monsieur Leroy. Monsieur Delubéda. Présent. Monsieur de Palins. Présent. Et Madame Muscotti. Excusez et donne pouvoir à Monsieur de Palais. Le quorum étant atteint, le conseil municipal est donc valablement délibéré. Nous allons adopter le procès verbal de la séance du 29 mars 2024. L'un de vous a-t-il des observations relatives au procès verbal? Pas d'observation. Il est donc adopté. Compte rendu des décisions, avec des observations relatives au compte rendu des décisions. Pas d'observation. Il est donc adopté. Nous passons à l'ordre du jour. La première délibération, la 1.01, est la signature de la convention de mise à disposition à temps incomplet des conseillers de prévention du service de prévention, direction des ressources humaines auprès du CCAS. Elle prévoit la mise à disposition à temps incomplet de 2 personnels de service de prévention, le chef de service et un conseiller de prévention. Leur activité est de 12 jours par an pour un coût maximal de 6 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 1.02, c'est la fixation des effectifs de la rémunération du personnel saisonnier pour l'année 2024. La ville, comme d'habitude, souhaite poursuivre les activités proposées les années précédentes. Le nombre de saisonniers cette année est fixé à 70. Leurs grades de rémunération sont fixés pour l'été 2024 dans le cadre d'une enveloppe maximale de 159 767 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. 1.03, c'est une délibération aussi habituelle. Vous savez, quand on a besoin d'un remplacement sur un emploi permanent d'instructeur d'autorisation d'urbanisme, c'est d'avoir recours à un recrutement externe si nous n'avons pas de personnel en interne. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.
Nous passons à la petite enfance. La 2.01. C'est une signature d'une convention de partenariat entre la ville et le CCAS. En effet, c'est la création d'une convention qui a pour objectif de renforcer les liens entre les tout-petits et les seniors par des rencontres et des manifestations intergénérationnelles entre la direction petite enfance et le CCAS. C'est un nouveau dispositif et le CCAS et la direction petite enfance s'engagent à travailler ensemble pour promouvoir activement ces rencontres intergénérationnelles pour une durée de 2 ans reconduite pour des périodes successives d'1 an. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La 2.02, vous savez que les crèches à vocation d'insertion professionnelle, il y en a 27 dans les crèches de la ville de Toulon. Et cette année, on demande le renouvellement de la convention avec le département à hauteur de 2 000 € par place, soit 54 000 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Et la 2.03, c'est la même, mais on demande de l'argent à la CAF pour un montant de 1 100 € par place, qui est le poste d'un coordinateur, soit la somme de 79 700 €. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La 2.04, c'est la même, en effet, chaque année. C'est les 2 berceaux réservés par le ministère de l'économie et des finances. Et là, c'est 20 000 € pour 2 places. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On passe à l'éducation. Et là aussi, c'est une délibération habituelle. La 3.01, c'est la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées au titre de l'année 2024 et l'attribution d'une subvention à l'association des parents d'élèves de l'enseignement. Le montant est inchangé, 522 € par élève de classe élémentaire, 963 € par élève de classe maternelle, une dotation de 500 € pour financer l'achat des livres et 2 € par élève et par repas, et de maintenir bien sûr le forfait à 300 € par élève toulonnais qui sont scolarisés dans des établissements privés sous contrat hors Toulon et qui sont toulonnais bien sûr. Monsieur Deléga. Oui, je savais que vous m'attendiez, Madame le maire. Mais il se trouve néanmoins qu'il y a des éléments nouveaux qui viennent conforter les arguments que nous développons depuis des années en faveur de l'enseignement public, car il s'agit bien d'être en faveur de l'enseignement public et pas en défaveur de l'enseignement privé. L'enseignement public, c'est renforcer l'enseignement, la formation, qui sont des fondements de la République, le futur de notre nation, l'ascenseur social au sens de l'intérêt général de la nation. Or, non seulement l'école publique est en grande souffrance, mais, et ce sont des éléments nouveaux, l'enseignement privé, enfin des éléments nouveaux qui sont démontrés, l'enseignement privé montre ses limites dans le domaine du vivre ensemble et de surcroît, il favorise la ségrégation sociale et pose des problèmes du point de vue de la laïcité. C'est pas moi qui le dis, ce sont 2 rapports officiels. Le premier, c'est un rapport de la Cour des comptes, pardon, et le deuxième, une mission d'information parlementaire sur le financement des établissements privés. En quelques mots, que disent ces rapports ? 8 milliards d'argent public pour un élève sur 6, c'est-à-dire 16% des élèves. Une concentration de plus en plus importante des élèves de milieux favorisés et très défavorisés. Des résultats aux examens qui ne disent pas grand-chose de la qualité de l'enseignement du fait du tri des élèves. Mais là où c'est le plus grave, c'est que les deux rapports se rejoignent. Il n'y a pratiquement pas de contrôle de l'État. On verse 8 milliards d'argent public à des entreprises privées sans aucun contrôle. C'est un scandale, aurait dit quelqu'un. La notion de contrat est bafouée. C'est-à-dire qu'outre les péripéties tragicomiques de Madame Oudéa Castéra et l'entre-soi élitiste du parcours personnel et d'études de l'actuel Premier ministre, il est démontré le caractère
profondément injuste et discriminatoire du financement de l'enseignement en France. Je répète, 2 rapports officiels. Dans le Var, on se rapproche de Toulon, la situation est caricaturale. La réalité, c'est le tri social. Je tiens à la disposition de vos collaboratrices, Madame le maire, et du conseil municipal, le fameux IPS des établissements, enfin rendu public. Je rappelle que l'IPS est élaboré par le ministère lui-même. Les 10 premiers établissements classés par l'indice de position sociale, IPS, ce sont des établissements privés. Quelle surprise! Dans les 20 premiers, seulement 3 établissements publics et tous du primaire. Et je vous laisse deviner dans quel quartier. Franchement, les établissements privés ont-ils besoin de plus d'argent? Pendant ce temps, l'école publique, celle qui accueille tout le monde, celle qui ne demande pas d'argent aux parents, celle qui a fait les grandes heures de la France, cette école souffre. Or, dans vos choix, dans cette délibération, vous allez au-delà des obligations légales, en finançant par exemple l'association des écoles catholiques. Ce qui est versé en plus à l'école privée est retranché du financement de l'école publique. Vous allez nous parler, Madame le maire, des récentes réalisations de la municipalité. Végétalisation des cours d'école, projet de rénovation-reconstruction. Vous nous aviez suivis dans notre souhait d'augmenter les dotations pour les fournitures scolaires, les classes transplantées, et c'est une très bonne chose. C'est effectivement un changement par rapport au choix antérieur où vous n'étiez pas la première décisionnaire. 2 écoles avaient fermé, aucun projet d'envergure, la plus faible dotation du Var par élève. Vous conviendrez qu'on part de pas grand-chose. Et ne parlons pas de la gestion antérieure du Rassemblement national, qui sans aucun doute soutiendra dans cette délibération le privé au détriment du public, comme il l'a toujours fait. Oui, vous avez fait plus qu'avant. Cependant, l'école publique a besoin d'encore plus, de beaucoup plus. Vous vous heurtez à une politique nationale qui massacre les services publics et qui assèche les finances des collectivités territoriales. Et vous ne voulez pas le reconnaître, c'est une divergence entre nous. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Nous ne voterons pas contre parce que la loi nous oblige et que de façon responsable, sans idéologie contraignante, nous ne voulons pas mettre en difficulté les parents qui scolarisent les enfants dans le privé. Mais nous nous opposons à vos déplacements de la loi et à l'absence de contrôle, notamment sur les questions de la laïcité. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dubéda. Monsieur Davaral. Merci, Madame le maire. Et je ne voudrais pas décevoir Monsieur Dubéda, et donc je lui confirme que nous allons voter pour. En rappelant d'abord, je vais apporter quelques éléments nouveaux, mais en rappelant d'abord que dans ces débats, c'est toujours l'application d'une double peine, c'est-à-dire pour les parents qui scolarisent les enfants. Alors je préfère, Monsieur Dubéda, à l'école privée, parler d'école privée sous contrat, ou d'école sous contrat, parce qu'il y a un contrat avec l'État pour ces écoles. Il n'est pas contrôlé. Et dans ces écoles privées sous contrat, il y a des enfants de parents qui payent leurs impôts, qui donc payent pour l'école publique, et en plus payent l'école privée sous contrat de leurs enfants. Et donc on peut trouver comme un juste retour qu'une petite partie de ce qu'ils payent comme impôt permette peut-être de diminuer quelque peu le coût de la scolarité de leurs enfants, ou de leurs enfants. Parce que nonobstant le fait d'être pour, nous sommes même pour le soutien des familles, c'est-à-dire le fait de permettre aussi aux gens de ne pas craindre d'avoir 2, 3, 4 enfants. De permettre à des parents de ne pas avoir l'angoisse d'avoir plusieurs enfants à scolariser, y compris dans les écoles sous contrat. Mes chers collègues, comme beaucoup ici, j'ai fait les 2 écoles, Monsieur Dubéda. Et j'ai même enseigné dans les 2 écoles. J'ai été dans une école privée sous contrat, à Toulon, et dans des écoles publiques, à Toulon. J'ai enseigné dans des écoles privées sous contrat, une école privée sous contrat, à Toulon, un lycée, et dans un lycée public, à Toulon. Et je voudrais vous partager quelque chose, c'est que nulle part je n'ai vu ni ségrégation, ni sélection à la bourse. Par exemple, je voudrais moi saluer
c'est pas une école qui traite de notre niveau, c'est pas la commune, c'est un lycée, le lycée Marie-France à Toulon, privé sous contrat, qui ne fait pas de ségrégation, qui est un lycée technologique et qui ne choisit pas en fonction de critères économiques, de les élèves qui vont venir, mais qui propose une offre particulière, une singularité, une manière d'enseigner qui, oui, relève peut-être de valeurs qui vous sont étrangères, qui ne sont pas étrangères en revanche à ce pays, qui est, allez, depuis au moins 1500 ans de racines chrétiennes, de culture de ce fait-là chrétienne, et sans prosélytisme, sans obliger quiconque de croire ou de ne pas croire, ce corpus de valeurs, C'est une révélation. peut-être, peut donner une singularité, et en fait, on n'enseigne pas les mathématiques dans ces écoles, je crois, hein, en professant que l'évangile est une parole à laquelle il faut croire, que le dogme est obligatoire. Je pense qu'on enseigne les manières avec les mathématiques avec une manière peut-être singulière, bienveillante, mais non religieuse. Idem pour le français, l'histoire, le sport. En fait, on demande à l'école, privée sous contrat ou public, de donner un enseignement. Il y a une singularité dans l'école privée sous contrat, relevant parfois de l'enseignement diocésain, donc catholique, de transmettre quelque chose, mais sans idéologie. À rebours d'ailleurs de missions parlementaires, parce que j'entends dire, moi, qu'il y a une mission parlementaire qui dénonce de manière très grave le fait qu'il n'y ait pas de contrôle et tout ça. En fait, une mission parlementaire, et M. Schoenbach maîtrise mieux que moi le sujet, ça n'est pas une règle juridique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contradictoire possible. Une mission parlementaire, ce sont des députés qui peuvent donner une orientation politique, idéologique, partisane, dans leur compte-rendu, dans leurs conclusions. Il n'y a pas de mal à ça. Mais enfin, c'est quand même un petit peu différent qu'un rapport neutre d'une administration, parfois qui ne l'est pas toujours. Enfin, une mission parlementaire, c'est pas une donnée objective, monsieur Déhubeda. Enfin, et permettez-moi d'en terminer là-dessus, quand on parle de ségrégation, on peut se poser la question de ce qui pousse des parents, parfois même avec des revenus très modestes, de mettre les enfants dans le privé sous contrat. Et là, simplement, oui, l'école publique a son rôle, oui, il faut soutenir l'école publique, mais posons-nous les bonnes questions quand on voit les phénomènes de violence endémique, quand on voit les incivilités augmenter, et maintenant à l'égard des enseignants, du corps professoral donc, et du personnel administratif. Je crois aussi qu'on doit se poser les questions, non pas sur un retour du débat à bas à la calotte et bouffon du curé, monsieur Déhubeda, mais de ce que devient la société et de ce que dans notre parole politique et dans nos actes, dans les choix que nous faisons, nous pourrons peut-être changer le paradigme de manière radicale pour qu'à nouveau, dans l'école, ça soit apaisé. Et encore une fois, c'est pas en appelant à bouffer du curé, monsieur Déhubeda, que vous apaiserez les choses. En tout cas, le bilan que vous avez reproché dans le soutien politique national à Madame le maire et à son conseil municipal, moi je ne partage pas leurs convictions politiques nationales, mais sachez bien que la gauche a fait énormément de mal, à commencer par l'école publique, qu'elle a accentué et aggravé dans sa destruction. Donc nous soutiendrons pleinement, nous, cette délibération, parce que nous ne voulons pas la double peine pour les parents, pour les enfants, et aussi pour tous ceux qui se donnent dans cette mission au sein de l'école sous contrat, pour faire du plus grand bien aux générations qui vont nous relever. Je vous remercie. Merci, M. Nadar. On a bien compris. Par contre, les violences, elles ne sont pas réservées à l'école publique. Loin de là. Bien sûr. On ne parlera pas des violences dans les écoles privées. Monsieur Déhubeda, vous savez tout mon attachement à l'école publique. Mais comme vous l'avez si bien dit, la loi nous oblige. Donc je voudrais juste rappeler que la ville de Toulon consacre 50 millions d'euros à l'éducation. Alors c'est vrai, nous allons donner 1 million d'euros à l'enseignement privé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. La délibération est adoptée. Monsieur Kahana, on va passer sur les finances. Merci Madame le maire. Une première délibération pour demander un soutien financier auprès de la caisse d'allocation familiale pour la réalisation de travaux programmés dans des structures de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous demandons un soutien financier auprès de l'Agence nationale du sport dans le cadre du plan 5000 équipements génération 2024
Il s'agit de la réfection du terrain synthétique du stade des Lys. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous demandons un soutien financier auprès de la DRAC dans le cadre de l'appel à projet programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels. Il s'agit de poursuivre l'opération de numérisation des archives de Toulon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors la délibération suivante. Madame Lévy, Madame Audibert, Madame Bizarre, Monsieur Charton, Madame Dire, Monsieur Moreno, Madame Moussaoui, Monsieur Pardigon, Madame Turbat, Monsieur Mahalim, Madame Rondonne, Monsieur Mascaro, Madame Biscotti, et donc Monsieur de Palens, c'est lui qui a le pouvoir, et Madame Pain sortent de la salle. Eh oui. Non. Et ne participe pas au vote. Il peut participer normalement. Moi, je peux pas participer? Bah si. Eh oui, mais bah vous si. présentez, Madame Biscotti. Non. Non, mais vous devez rester. Alors est-ce qu'il sort, est-ce qu'il sort Mais Non, il peut rester. Il me semble. Alors Monsieur de Palens, Ah oui, vous oui, ne oui. votez pas. Eh non. Pour moi, je peux voter. Mais il peut Ah oui, voter. pour vous. Bah oui. Merci, Madame le maire. De rien. Cette ségrégation. Il fait l'école publique. Les subventions, nous en donnons. Nous attribuons des subventions à 45 associations dans le cadre du contrat de ville. Contrat qui va bénéficier notamment aux 10 quartiers prioritaires de la politique de la ville et notamment les 2 nouveaux quartiers qui sont Saint-Jean-du-Var et la Rhôde. Nous souhaitons accompagner 93 actions pour un montant total de 851 500 €. Alors Monsieur Navarra, on va laisser parler Monsieur Navarra. Je vous remercie. Vous savez qu'il y a dans ces présentations de subventions en masse des projets avec lesquels et des structures avec lesquelles on est parfaitement en accord. D'autres, encore une fois, je le rappelle, mais enfin le soutien au lobby clairement marqué, parce que c'est marqué LGBT+. Ça, en revanche, nous le déplorons, donc nous allons nous abstenir globalement. Nous avons simplement une question liée aux centres sociaux, puisqu'on a cru comprendre qu'il était possible que les centres sociaux de l'Ouest, dont on vient de rénover les locaux, allaient quitter ces locaux et déménager. Est-ce que vous pouvez simplement, sur ce sujet, nous dire si c'est effectivement un projet de faire déménager les centres sociaux Ouest, dont les locaux viennent pourtant d'être rénovés? Après, ils pourront sûrement servir à d'autres choses, mais est-ce qu'il y a un projet là-dessus? Je vous remercie. Alors je vais vous répondre, oui en effet il y a un projet là-dessus, mais enfin ce n'est qu'un projet, donc quand ça sera réalisé ou quand ça sera en passe d'être réalisé, on reviendra vers vous. Il n'y aurait pas que nous avons acheté les locaux de la CAF à la Beaucaire, et il me semblait judicieux, avec le conseil municipal, qu'un centre social ait plus sa place dans un quartier politique de la ville. Voilà. Mais rassurez-vous, les locaux rénovés pourront servir à autre chose. Monsieur Dubéda. Oui, Madame le maire, chers collègues, la délibération qui nous est présentée concerne 45 associations. Et nous, à Tours en commun, nous soutenons les associations, donc on n'a pas de regret ni de réticence à soutenir les associations. Ceci dit, dans cette liste apparaît l'association Aval. Nous ne doutons pas de l'utilité d'associations de locataires, mais dans ce cas, nous estimons qu'il n'est pas bienvenu de soutenir celle-ci dans ces conditions. Deux séries de problèmes nous y incitent. C'est d'abord une association dont l'éthique a été mise en doute à plusieurs reprises, y compris sur le plan juridique. C'est une association qui se présente au suffrage des locataires, en compétition avec d'autres associations de locataires. N'est-ce pas favoriser l'une d'entre elles en lui permettant, avec cette subvention, d'aider certains, alors que d'autres associations ne pourront pas le faire? N'est-ce pas favoriser une certaine forme de clientélisme dont le caractère délétère n'est plus à démontrer? Nous vous demandons donc en conséquence de voter cette liste, non pas de façon bloquée, mais de façon individuelle, c'est-à-dire chacune des associations. Je ne
sais pas exactement à quelles autres associations vous faites allusion lorsque vous évoquez les associations de locataires, mais jusqu'à présent, si les associations ne sollicitent pas de subvention, on ne va pas leur en donner. Si l'ANAL, comme toutes les associations qui demandent une subvention, en reçoit, c'est une démarche assez logique. Je n'ai pas très bien compris la comparaison que vous faites entre l'ANAL et d'autres associations de locataires. Il y a d'autres associations de locataires et il y en a une qui est subventionnée. Mais est-ce que les autres ont fait une demande? Je sais pas, mais peut-être. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question, c'est qu'on est en train de subventionner une association qui demande des suffrages des locataires. On est en train de subventionner une association partisane au sens noble du terme, une association qui va demander les suffrages. Donc ça pose un problème. Mais pour vous faire... Et en plus, cette association, elle est remise en cause du point de vue de l'éthique. Alors, la remise en cause, je la saurais le principe d'innocence et la présomption d'innocence fonctionner, puisque nous sommes dans un état de droit. Maintenant, ce qui semble vous choquer, si j'ai bien compris, c'est que des subventions soient données à des associations qui réclament les suffrages des locataires. C'est bien ça. Alors, permettez-moi de vous dire, Mohamed Manani n'est pas là, il aurait pu vous le dire, mais il a dû sortir. Dans le cadre de Toulon Habitat Méditerranée, dans l'office public d'HLM, il est prévu chaque année de distribuer, alors si mes souvenirs sont bons, on doit être à 35 ou 40 000 euros, de subventionner les associations de locataires, notamment en fonction des projets qu'elles proposent au bénéfice des locataires, et aussi une partie de ces subventions est donnée directement au titre du fonctionnement. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce que les subventions soient données à des associations de locataires, d'autant, je le répète, que la loi le prévoit, puisque c'est l'office d'HLM qui les subventionne. Nous, dans ce cas-là, je ne veux pas continuer la polémique, il n'y a pas de polémique, c'est une réflexion. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, c'est pas grave. Nous nous abstiendrons parce que c'est un vote bloqué. Voilà. Et, pardonnez-moi, mais du coup, pourquoi est-ce que si l'office HLM subventionne, pourquoi la ville subventionne? Alors j'ai bien entendu que les autres associations n'ont peut-être pas sollicité, dont acte. Je pense que dans les colonnes de Var Matin, il y aura peut-être une recension qui permettra aux autres associations de prendre conscience que l'année prochaine, elles pourraient, et donc se partager cette enveloppe qui jusqu'ici, ce volume financier qui était réservé qu'à cette association. Donc, pas de réservation. Non, pardon, mais ce que je veux dire, pardon, ce que je veux dire par là, c'est qu'à budget égal d'année en année, si d'autres associations viennent demander, on pourrait peut-être partager cette somme-là, mais puisque l'office HLM subventionne ces associations et visiblement subventionne d'autres associations, pourquoi est-ce que la commune spécifiquement abonderait encore un subventionnement pour une même mission qui est réservée plutôt aux locataires des HLM, puisque, sauf erreur de ma part, cette association, c'est vrai qu'elle est dans l'œil de la justice, on sait qu'il y a une procédure judiciaire, qu'il y a des auditions, qu'il y a eu des gardes à vue, qu'il y a une forte suspicion, mais une présomption d'innocence, et que n'a-t-on causé de crime en oubliant cette présomption d'innocence? Mais présomption d'innocence ne veut pas dire qu'il ne faille pas parler des affaires judiciaires en cours. Mais donc, qu'est-ce qui préjuge au fait que la commune, elle aussi, vienne abonder en subventionnement pour ces associations de locataires de HLM, en sachant que les offices subventionnent également? On est en présence de deux législations. Une première législation qui est spécifique aux offices d'HLM, qui leur impose en fonction du nombre de logements, de fixer un montant de subvention qui va être redistribué aux différentes associations de locataires. Cette même législation qui impose aux offices d'HLM de donner à chaque association un local qu'elle occupe gratuitement pour recevoir les locataires, etc. Ça, c'est la législation spécifique aux offices. Et puis, il y a, je dirais, le droit commun des subventions aux associations. Des associations demandent une subvention. Si la collectivité estime que le but poursuivi est légitime et d'intérêt communal, elle subventionne. Et j'en reviens à mon premier propos. Si d'autres associations de locataires venaient à demander des subventions, leur dossier serait analysé et pourquoi pas on leur donnerait des subventions. Donc il ne vous apparaît pas que cette association particulière, avec sa présidente particulière, qui n'a jamais caché qu'elle était une militante politique
lors des campagnes électorales municipales de la majorité municipale actuelle, et en son temps d'Hubert Falco, de manière très claire, très franche et avec son charisme particulier à elle, il ne vous apparaît pas prudent cette subvention à cette association dans ce cadre-là et dans ce contexte-là de surseoir et de peut-être attendre l'année prochaine et il pourrait y avoir un sujet de prudence. Il y a plusieurs associations qui demandent, mais qui ne sont pas toutes présidées par une militante politique de la majorité. Alors là, à ce point. Ce qui est parfaitement légal. Moi, ce qui est parfaitement légal. Mais vu le contexte, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que... Trois petits points. J'en reviens à ce que je vous disais. Les associations demandent des subventions à la CAF, au département. Ça dépend des actions. Bien sûr. On pourrait dire, oui, alors ils demandent à différentes collectivités, mais les actions peuvent être différentes. Je peux vous en citer beaucoup dans le tableau, qui vont aussi chercher des subventions, quid à la CAF, qui à la métropole, qui au département, à la région, voire. Donc ça dépend des actions. Madame le maire, si cette action rend service aux locataires, on comprend bien qu'il y a là un problème d'éthique quand même. Moi je vois voyage, manifestation festive pour les habitants d'un quartier QPV. Très bien. C'est pas marqué qu'ils doivent adhérer à Laval pour bénéficier. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On peut faire rentrer nos collègues. Madame Lévy, politique de la ville. Merci Madame le maire. Chers collègues, cette délibération a pour objet d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association d'aide aux victimes des infractions du vin dans le cadre de l'accompagnement des femmes victimes de violences. Alors, la ville, de manière générale, accompagne tout ce qui concerne les faits de violence, les personnes qui ont été l'objet de violences, mais tout particulièrement des femmes victimes de violences et également des problèmes intrafamiliaux qui engendrent souvent des désordres à la fois psychologiques mais également aussi physiques. Et l'accompagnement, ce n'est pas qu'un accompagnement, j'allais dire ponctuel, mais c'est tout un suivi qui est effectué par les collaborateurs de la ville. Et en ce qui concerne le téléphone grave danger pour lequel spécifiquement, Madame le maire a souhaité aider cette association, c'est un dispositif qui est mis en place maintenant depuis plusieurs années, qui a montré son efficacité, qui est bien évidemment sous l'égide du parquet du procureur de la République, qui suit, qui décerne les autorisations, et à partir de là, l'association d'aide aux victimes prend le relais et suit les personnes, les femmes qui sollicitent par le téléphone grave danger, par ce dispositif qui sollicite une aide particulière. Et donc nous leur accordons une subvention de 2 500 €. Monsieur Navarre. Oui, je vous remercie. Bien évidemment, nous allons soutenir cette délibération qui n'est pas la première que nous passons et cet engagement financier pour financer les téléphones grave danger est bien nécessaire. Madame le maire, tout à l'heure, quand je parlais de la violence dans l'école, bien sûr qu'elle ne touche pas que l'école publique, elle touche aussi l'école privée, elle ne touche pas que les enfants, et au risque de passer pour terriblement sexiste, je dois avouer que par éducation et par culture, d'ailleurs, par culture générale, un homme qui porte des coups sur une femme, c'est ce qu'il y a vraiment de plus minable, et c'est un phénomène de société qui nous interroge tous et qui semble se développer. Alors on dit la parole se libère un peu, mais notre société multiculturelle et souvent multiconflictuelle, trop souvent multiconflictuelle, emmène des phénomènes de violence endémique désagréables
Et permettez-moi de conclure, d'ailleurs lié à ces débats que nous avions sur l'école sous contrat, que là, en l'espèce, l'argent que nous mettons sur la table par l'intermédiaire d'associations qui, elles, mènent les actions, coûte à nos finances publiques moins cher, grève moins nos budgets que si nous étions nous-mêmes emmenés, alors là, en l'espèce, ça ne fait pas directement partie de nos compétences, mais sur les écoles, ça l'était, si on était nous-mêmes emmenés à faire sans les structures que nous sommes amenés à subventionner pour les aider quelque peu, eh bien ça nous coûterait à nous encore plus cher. Si les enfants n'allaient pas dans les écoles privées, allaient tous dans l'école publique, ça nous coûterait bien plus cher que les modestes subventions que l'on donne aux écoles sous contrat. Là, en l'espèce, si on était amenés nous-mêmes à tout gérer sur ce créneau-là, et donc je voudrais saluer le travail de cette association, l'AVIV, que nous sommes pour un très nombre d'entre nous à bien connaître, et qui nous permet, entre guillemets, de faire encore mieux avec l'intermédiaire de tous ces bénévoles. Je vous remercie. Monsieur Dujardin. Oui, tout à l'heure, je ne m'aurais pas redonné la parole, mais j'avais envie de répondre simplement à propos de l'école privée. CQFD, après ce qu'avait dit M. Navarane, et là, il en rajoute une couche, et donc on a une situation où faisons des économies, supprimons l'école publique. Pour en finir avec les téléphones grave danger, je signale que c'est le procureur de la République qui valide en dernier ressort l'attribution de ces téléphones. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Pour propriété foncière, et M. Cavana va donc sortir pour les deux premières. Oui, il s'agit d'approuver la signature de la convention d'occupation des lots de restaurants sur le plage de Brion. Alors je vous rappelle qu'on a voté une prorogation pour permettre justement à ce que les lots de plage qui sont sous la compétence de la métropole coïncident avec l'attribution des lots de restaurants. Et donc maintenant, il s'agit effectivement de signer des conventions d'occupation. L'échéance est au 31 mai 2024 et les contrats prendront effet à la date de notification et se termineront au 31 décembre 2028. Je vous rappelle que le lot 1 a été attribué lors d'une séance du conseil municipal le 24 novembre au président titulaire, que les lots C, B, H, J et N, on va voir plus précisément puisque nous votons les lots, ont fait l'objet d'une seule offre de la part du titulaire président, et les lots E, F et G ont fait l'objet de plusieurs offres et les titulaires actuels n'ont pas été sélectionnés. Il y a chaque titulaire doit s'acquitter d'une redevance fixe, d'une redevance pour l'occupation des terrasses, des zones de stockage et d'une variable calculée en fonction du chiffre d'affaires global. Voilà, donc je passe donc sur la première délibération qui concerne le lot numéro 3C, avec la procédure de mise en concurrence. Ce lot a été attribué à la SAS Alexandre, représentée par M. Olivier Belger. Et pour... Attendez, M. Navarane. Oui, merci. Permettez-moi d'intervenir globalement. Alors, si c'est globalement, c'est M. Cavana qui a suivi le dossier. Donc, si vous voulez bien, on en discutera au troisième lot. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Idem sur la deuxième. Alors, la deuxième, c'est le lot 4D, attribué à la SARL Luno, représenté par M. Armand Fabien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je peux faire revenir M. Cavana. Alors, on fait la 3 et on donnera la parole à M. Voilà, alors la 2203, ça concerne le lot numéro 5E. L'offre retenue est celle de la société en cours de création M-ACO, représentée par M. Christophe Charot. Monsieur Navarane, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, mais
c'est toujours délicat pour nous de nous exprimer sur des mises en concurrence quand il n'y a pas forcément de concurrent qui vient se positionner. C'était d'abord la première remarque, c'est celle qu'on avait fait à l'époque du Lido, mais ça, l'autorité, la collectivité ou l'autorité administrative qui met en délégation de service public un bien n'est pas maître du nombre de réponses. Mais c'est tout de même une observation, c'est-à-dire que ça peut être aussi, c'est peut-être révélateur sur une réflexion qu'on pourrait avoir sur la dynamique en termes de commerce, alors non pas pour juger s'il y a une dynamique ou non, mais de juger de la confiance, c'est-à-dire est-ce qu'un opérateur jusqu'ici extérieur au lot de plage sent qu'il y a une opportunité pour lui de gagner sa vie, parce qu'on a affaire à des restaurateurs dont l'objectif est quand même, de manière très louable, de gagner leur vie. Et donc quand il n'y a pas de concurrent qui vient se positionner, ça doit appeler de notre part quand même une réflexion. Est-ce qu'on manque de communication autour de la délégation de service public? C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de la restauration, il n'y a pas suffisamment de publicité pour que d'autres structures viennent se positionner pour mettre en concurrence ces lots de plage? Bien souvent, il y a une faveur à pouvoir poursuivre avec l'existant. C'est toujours ce qu'on a, on n'a jamais ce qu'on trouve. Mais c'est vrai que dans le cas d'une mise en concurrence, c'est toujours regrettable de ne pas avoir d'autres concurrents. Je remercie Robert Cavana d'un échange, par ma faute un peu tardif, qu'on a eu tout à l'heure. Il y a toujours, mais c'est le cadre de la loi, donc il n'y a pas de contestation là-dessus, mais je trouve que c'est toujours utile quand même de d'en discuter publiquement. La possibilité pour un candidat d'indemniser d'autres candidats pour pouvoir remporter le lot. C'est légal, mais enfin ça interpelle quand même là aussi. C'est-à-dire quand bien même il y aurait des concurrents, il reste un petit volant, pardon, de venir indemniser l'autre pour lui disant écoute, laisse-moi ce dossier-là s'il te plaît. Voilà, mais c'est parfaitement légal et encore une fois, on ne remet pas en cause la procédure. Enfin, une structure a obtenu plusieurs lots, et là aussi, il n'y a pas de discussion, mais est-ce qu'on ne pourrait pas être emmené, et c'est une réflexion pour les prochaines concessions, à se dire, et même si la structure va diversifier de ce qu'on lisait ce matin, les restaurants, c'est-à-dire que c'est la même structure, mais ça ne sera pas les mêmes noms de restaurants, ça ne sera pas la même cuisine, est-ce qu'on peut se poser une réflexion pour pouvoir avoir en fait un nombre plus restreint, peut-être à un lot seulement, la réponse de chaque structure. Alors, ça ne pourrait pas empêcher un gérant de structure de créer plusieurs structures juridiques indépendantes. Voilà ces réflexions que nous voulons mener. Nous allons nous abstenir, mais sans contester encore une fois la procédure elle-même menée par la collectivité, ni par la métropole, puisque vous l'avez rappelé, il y a ce lien avec les plages aussi. Oui, je n'ai pas géré cette procédure. Vous avez vu, je suis sorti déporté dans cette procédure que je connais par ailleurs pour l'avoir gérée sur les deux premières mises en concurrence organisées par la. Bon, sur le point que vous avez évoqué d'un éventuel manque de communication, je pense pas. On se rend compte 1 ou 2 ans avant la fin des concessions en cours que tout le monde s'interroge dans le microcosme, je dirais, des restaurateurs, et tout le monde est au courant que les concessions vont bientôt arriver à leur terme. Maintenant, sur qui est le sujet fondamental, à mon sens, de la restriction des candidatures. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on pourrait, par exemple, limiter le nombre d'offres à 2 et les classer par priorité par candidat et n'attribuer qu'un seul. Alors, c'est juridiquement compliqué. Pourquoi? Le Code de la commande publique autorise expressément pour les marchés publics la limitation du nombre de lots qui peuvent être accordés à un candidat dans le cadre, je précise, d'un marché public. Une telle restriction n'existe pas au niveau du Code pour les concessions, comme c'est le cas de ce qui nous occupe aujourd'hui. Il faut donc se référer à la jurisprudence. Que nous dit-elle? Et je vais vous citer, pardonnez-moi, un extrait d'un considérant de principe qui est assez magnifique. La limitation est possible si la restriction respecte les principes de liberté d'accès de la commande publique et qu'elle soit justifiée par un motif légitime et proportionné à l'objectif poursuivi.
Bon courage. À telle enseigne que, si l'on prend deux exemples jurisprudentiels récents, le premier, qui est un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui date de mai 2022, la restriction a été censurée. Cette même Cour administrative d'appel de Marseille, en novembre 2023, mais là la procédure était lancée, on ne pouvait plus s'appuyer sur cette jurisprudence, valide une restriction. Alors, on voit que le système de la restriction repose sur une base juridique qui n'est pas évidente à interpréter, qui donne lieu à des contentieux dont les résultats sont contradictoires. Si l'on ajoute à ça que, pour avoir, je l'ai dit tout à l'heure, géré les deux procédures précédentes, qui ont généré chacune d'elles deux contentieux ou trois contentieux, je pense que les responsables à TPM se sont dit « n'ajoutons pas de risque contentieux à la procédure que nous lançons ». Voilà. Sur la troisième, donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La quatrième, C'est effectivement un concert de l'eau numéro 6F, qui a été attribué à la société en cours de création, CAA, F et B SAS, représenté par M. Clément Lévy. qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La 5, c'est la même chose à la SARL Camille, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La 6, c'est l'EMACO, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La I, c'est aussi l'EMACO, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La J, c'est la SA Giglio Maurizio, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La 4, la SAS pour Rava Tahiti Plage, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La L, la SARL Low Beach, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La M, la SARL Matui, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La N, SARL Restaurant Plage Lance des Pins, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. La délibération suivante, c'est la 2213. Alors celle-là, je vous informe que je la retire de l'ordre du jour, car la base juridique sur laquelle est fondée la délibération est incomplète. Donc elle sera représentée au prochain conseil municipal. Oui. On va discuter, elle est retirée, monsieur. Ça va, je la retire, on va discuter. Je veux bien, sur le fond de la délibération, est-ce que malgré tout, sur un sujet qui est un sujet qui fait beaucoup parler à juste titre, vous n'allez pas pouvoir parler sur ce sujet. Je vous remercie. vous ne souhaitez pas qu'on puisse aborder les questions que... On n'abonde pas, sur une délibération qui est retirée. Vous êtes maître de l'ordre du jour, donc je vous laisse, mais Exactement. on peut peut-être aborder quand même la thématique, si ce n'est le fond de la délibération. Non, la thématique. au prochain conseil municipal, gardez-en le fond du pied. Merci. Ça va faire beaucoup à rattraper au prochain conseil municipal. Mais c'est pas grave, on rattrapera, vous inquiétez pas. Enfin bon, c'est décevant. Enfin, il y a, sincèrement, l'information que vous avez donnée au dernier conseil municipal a quand même amené, je pense que vous-même, vous avez été beaucoup sollicité là-dessus, les adjoints, les élus de la majorité, les élus de l'opposition. Je trouve dommage que le sujet de ce transfert, le sujet de la clinique... Non, c'est la délibération d'après. Vous êtes... c'est celle d'après. Suivez, monsieur. C'est pas la clinique. Pardon. C'est la 2. Alors ouais, je me suis emballé, je vous présente mes excuses. Je reste quand même, Non, mais quand même, pardonnez-moi. Vous avez confondu Jules Renaud avec le parc Raoult. À la prochaine. C'est ma dyslexie, je sais pas si c'est l'école privée ou l'école publique. Peut-être c'est l'école privée. La 2-2-14, on y est, ok. On y est.
Oui, merci Madame le maire. C'est la désaffectation et le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée section CI numéro 247 d'une superficie de 1850 m² située avenue Henri Dunant en vue d'une future extension de la clinique Saint-Jean. Depuis plusieurs années, il y a le groupe Sainte-Marguerite auquel appartient la clinique Saint-Jean qui a un besoin impérieux de ces parcs. Cette nécessité est aujourd'hui prégnante. La commune de Toulon, sollicitée de longue date, n'avait pas pu y satisfaire immédiatement. Toutefois, après une étude approfondie, on a vu se dessiner une double opportunité. Alors, d'une part, permettre à la clinique Saint-Jean de s'étendre, et d'autre part, le projet ne pouvait se situer que sur des terrains contigus qui appartiennent à la ville et qui sont occupés par le groupe scolaire. Donc il fallait en finir avec cette installation scolaire qui est obsolète puisque c'est du style paillon. Et là-dessus, il y a la maternelle La Pinède qui est construite au bas des immeubles de Sainte-Catherine, qui présente beaucoup d'insimilitudes. Donc on a cherché et on s'est dit que ça allait pouvoir s'installer sur les terrains, sur le haut du terrain Raoult, du parc Raoult. C'est deux projets qui sont d'intérêt général, que ce soit sur les cliniques ou sur les scolaires. C'est très vertueux puisque c'est dans le secteur de l'éducation, c'est l'action publique communale, l'éducation et la santé. C'est la raison aujourd'hui pour laquelle on vous présente cette délibération, avec une première étape qui est en effet la désaffectation de la première parcelle, mais à terme, il y aura l'intégralité de la parcelle. La parole, le Sénat. Voilà, vous y êtes. Il faut que je me rattrape sur le sérieux. Ma collègue Bérard m'avait trouvé à côté de mes pompes ce matin. Effectivement, je confonds Renault avec Raoult. Enfin bref. Bon, je reprends. Donc voilà. Je vous remercie, Madame le maire. Mon collègue Nicolas Coutsef interviendra en double voix avec moi. Simplement quelques questions sur ce projet. Et même si votre volonté de maintenir l'offre de soins, on a débattu à TPM, nous ne souhaitions pas particulièrement le départ à l'ACRO, mais nous trouvions que la procédure, le rejet du souhait de modification de PLU qu'on opposait au maire de l'ACRO était une rupture dans l'assurance de souveraineté qu'on avait pourtant assurée aux maires dans leur choix urbanistique. On avait eu ce débat-là, c'était pas à nos yeux jouer contre Toulon, c'était d'abord, objectivement, le respect de la parole donnée. C'est-à-dire qu'on avait promis aux maires qu'ils pourraient maîtriser l'urbanisme de leur commune. En l'espèce, on a, à TPM, rompu cette promesse-là. Mais revenons donc au débat toulonnais. Et si la volonté de conserver l'offre de soins dans Toulon est une bonne chose, d'abord, quelle assurance a-t-on avec cette évolution que la clinique ne finira pas par partir? Parce que dans les débats, si le projet ne se fait pas à l'ACRO, ils ont aussi idée de le faire juste un peu plus loin à la sortie de notre métropole. Et donc, est-ce que ce grand chambardement ne doit pas d'abord se faire? C'est peut-être le cas. Et donc, c'est ma première question. Est-ce qu'on a une part d'assurance, même si on a affaire à un opérateur privé, donc qui est libre de faire en soi ce qu'il veut, mais tout du moins moral, qu'il se projette vraiment dans le maintien total de l'offre de soins avec cette évolution sur le lieu actuel agrandi de la clinique Saint-Jean. Deuxièmement, des questions nous sont venues, et donc nous souhaitions nous faire le relais de manière le plus simple possible, de ce que deviendra le terrain de la Pinède. Et enfin, le statut du parc. Il nous a été transmis, c'est une information qu'on n'a pas pu recouper, à la différence du terrain qu'on a vendu au Cabrin, la propriété de Dr Fourès, où là il y avait une donation très claire sur la destination du bien, mais il semble que le terrain du parc Raoult avait été donné par la famille à la ville, et donc de ce qu'il nous remonte, il y aurait un cadre qui prévoit que cet espace doit rester, dans le cadre de la donation, un espace boisé, un espace naturel. Est-ce que vous pouvez donc nous éclairer là-dessus? Enfin, si la concertation s'est faite avec l'école
et le CIL, est-ce qu'il est prévu une réunion publique plus massive pour quand même une modification profonde dans ce quartier qui intéresse aussi notamment les copropriétés qui sont autour? Et je vous remercie pour la réponse à ces 4 questions. Alors, première question, oui, on a des assurances de la part des cliniques d'aller s'agrandir sur ces terrains. Deuxièmement, si éventuellement l'envie leur prenait de partir, ces terrains sont bloqués pour du soin et de l'hospitalier. Donc personne ne pourrait y faire autre chose que du soin hospitalier. Deuxièmement, ce n'est pas un don. Et s'ils avaient cherché, c'est un don qui a coûté fort cher à la mairie. Puisque Marie Raoult a vendu d'abord une première parcelle de 4000 m² pour la somme de 4300 m² pour la somme de 420 000 francs. Et la deuxième a été vendue 7448 pour la somme de 2,5 millions de francs. En guise de legs, j'ai trouvé que c'était un peu cher. Quant au devenir de la Pinède, de l'école maternelle La Pinède, nous allons compenser au mètre carré près l'espace vert. Et donc c'est un parc qui va se faire au pied du Tour Saint-Catherine. Quant à la concertation, plus que ça, c'est un peu difficile. Nous avons concerté 1 avec l'inspecteur d'académie, 2 avec les directeurs d'école, 3 avec les parents d'élèves des écoles et 4 avec les CIL et la fédération des CIL. Quant à votre question, oui, on fera un conseil du secteur. Oui, on construira le projet de l'école avec les habitants du secteur, avec les enseignants et avec les enfants. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, nous avons commencé à regarder avec vous et des habitants. Nous avons concerné aussi avec l'opposition. Avec vous et des habitants, le projet de réaménagement de toute cette zone, englobant la clinique Saint-Jean, toutes les écoles avoisinantes et le parc Raoult. Nous comprenons bien et partageons les enjeux de conserver la clinique Saint-Jean sur notre territoire et d'améliorer les écoles qui en ont bien besoin. Mais comme nous le demandons pour tous les projets d'urbanisme d'envergure, nous aimerions que la concertation regroupe ensemble tous les acteurs et des habitants et qu'elle soit menée et aboutie avant de mener toute la moindre action. Tout doit être envisagé, surtout lorsqu'un poumon vert de notre ville et des arbres remarquables sont en danger. Les projets d'urbanisme prennent au moins entre 5 et 10 ans. Les 6 à 9 mois que réclame une concertation bien menée, englobant tous les acteurs, enfin tous les présents autour, ne jouent pas beaucoup sur la durée globale et sont parfois même avantageux car ils peuvent éviter des erreurs ou des recours par la suite. Nous voterons donc contre cette délibération qui ne devrait être prise qu'une fois le projet complet, défini, après concertation de tous. Encore une fois, nous sommes plutôt d'accord avec le projet, mais... Mais vous allez voter contre. Non, parce qu'il faut une concertation globale avant de pouvoir commencer, à notre sens. Oui. Monsieur Leroy, les règles de droit sont embêtantes. Mais ce sont les règles de droit et on les applique. Avant de pouvoir avancer dans ce projet, il y a un passage obligé qui est la désaffectation et le déclassement de cette parcelle. En même temps, Madame le maire a rappelé les assurances de la part des cliniques et il faut que nous aussi nous donnions des assurances que nous allons tous dans le même sens, d'où cette délibération qui est l'étape indispensable et préalable à sa réalisation. Voilà. Donc vous voterez contre, c'est votre affaire, mais bon. Ça ne changera pas. Honnêtement, la question là aujourd'hui, c'est pour ou contre les cliniques, que les cliniques s'en aillent. Voilà. Est-ce que on laisse partir les cliniques de la ville de Toulon? Après la concertation, il faut une première étape, comme vous l'a dit M. Cavana, pour donner des assurances aussi au groupe Sainte-Marguerite, de façon à dire oui, on peut avancer. Alors, vous avez dit, il faut concerter. Je crois que j'ai fait les concertations. Alors, c'est vrai qu'on ne se répand pas dans la presse. Mais ce projet, on y travaille depuis l'année dernière. Parce que pour la ville de Toulon, il était hors de question qu'on se retrouve avec un désert hospitalier à Toulon. Donc, c'est la première étape. Je vous dis qu'on concerterai. Pour faire un groupe scolaire, il faut faire un concours. Ça va se faire dans la partie haute du parc Raoult. Bien entendu, s'il y a des arbres centenaires, on va les garder. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand j'entends que c'est un don, je vous rappelle qu'il y a le service d'urbanisme, il y a toutes les acquisitions de la mairie. Alors c'est vrai qu'on a quelques personnes qui nous ont envoyé une petite partie
disant en effet que c'était un don. Mais c'est pas un don. Lisez. C'est un achat. C'est à la ville de Toulon. Lisez quoi? Pardon. Lisez l'acte de vente. Oui, non, mais Ne pas on n'a pas l'acte de vente dans la une petite délibération. partie. Non, mais je pose la question, on n'a pas l'acte de vente. Vous la cherchez. C'est pour ça qu'on peut répondre. Mais, pardon, mais l'acte de vente? Vous pouvez aller chercher. L'acte L'hypothèque, vous pouvez aller chercher. Non, mais, En tant que particulier. je pose la question au conseil municipal, était un problème. Non. Vous me dites c'est un legs. Non, je vous ai posé la question. Je veux dire, on nous dit que c'est, qu'est-ce qu'il en est? C'est une vente, très bien. Merci. Ok. Monsieur Boutset. Madame le maire, bon, sur cette délibération, vous nous dites on est pour ou contre. Oui. C'est ça, hein, il faut être pour ou contre. Bah, Je pense que le sujet est un peu plus compliqué que ça. Moi, je reprends vos propos. Hein, côté de Toulon, la maire José Massy fait tout pour préserver ses cliniques Saint-Jean et Saint-Roch. Vous imaginez la réaction des Toulonnais si on perd ces deux cliniques de proximité, lâche-t-elle. Je n'ai plus qu'à donner les clés de la ville au RN. Il en est hors de question. Donc, est-ce que c'est l'intérêt des cliniques ou c'est un intérêt politique? C'est ma première question. Écoutez, ce genre de questions, je ne vais pas y répondre. Très bien. Il n'en reste pas moins que. Il faut parler aussi du projet des cliniques, sur lequel M. Hubert Falco s'est toujours opposé. Ça fait 15 ans qu'il s'est opposé. Monsieur Boutset. Oui, je peux terminer? Terminé. Merci, Madame le maire. Ça fait 15 ans qu'il s'oppose à l'agrandissement de la clinique. La clinique s'est agrandie comme elle a pu. M. Hubert Falco avait donné son accord à M. Thierry, président du groupe Sainte-Marguerite. Bah écoutez, il vous en parle avec M. Thierry alors. Sur le projet de l'accro. Il faut rappeler le projet de l'accro, parce qu'il y a un projet sanitaire derrière ça. Il y a un projet toulonnais, il y a un projet sanitaire. Le projet de l'accro, 200 millions d'euros, 600 lits, un service d'urgence de 25 000 passages, 40 postes de dialyse, 40 postes de chimiothérapie, 15 places en réanimation, 31 salles opératoires, une maternité, radiologie. C'est un... Non, je n'ai pas encore fini. C'est un projet métropolitain. Donc jusqu'à présent, la métropole, vous n'êtes pas contre, hein, nous on n'est pas spécialement pour la métropole, mais bon, c'est un projet métropolitain. Le groupe Sainte-Marguerite, aujourd'hui, cherche des solutions. Le plan A, c'était celui-là. Vous avez toujours refusé d'organiser à la clinique Saint-Jean un agrandissement. Et là, devant le fait qu'ils doivent partir en urgence, on change complètement de braquet et on essaie de trouver une solution qui aurait dû être trouvée depuis bien longtemps pour avoir une clinique de cet ordre-là sur la ville. Le problème, ça va être, que va-t-il se passer avec cette clinique? Quand est-ce que la nouvelle clinique va arriver? Il y a des déserts médicaux aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 800 pédiatres en PACA. Dans 20 ans, il en restera 200. Qu'est-ce qui, dans le futur, va garantir, par exemple, que des pédiatres vont venir s'installer dans les cliniques toulonnaises pour continuer l'activité? Il y a beaucoup de sujets sur la santé qui dépendent des choix que l'on fait aujourd'hui. Et je dois avouer que je me rends bien compte que ce choix est fait en urgence, alors qu'il a été demandé depuis fort longtemps d'agrandissement, et que si la clinique avait eu les accords il y a une dizaine d'années sur les agrandissements, peut-être qu'aujourd'hui on aurait une clinique Saint-Jean, entre parenthèses, de grande qualité, avec du monde, et on sait que pour les 10 prochaines années, elle pourrait continuer. Parce qu'aujourd'hui, rien ne garantit que la clinique Saint-Jean va rester là où elle en est. On est d'accord, la clinique Saint-Jean, vous n'avez pas de garantie écrite du groupe Sainte-Marguerite qui vous dit « oui, on va rester ». Donc c'est un sujet important, et je crois que ça a été un manque de vision sur le devenir de la clinique, et qu'il a fallu attendre effectivement ce projet à l'accro pour se dire « oh là là, attention, la maison brûle, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Juste un petit point. Oui, je vous en la prie. clinique de l'accro ne crée pas une place supplémentaire. C'était l'addition, et d'ailleurs ils n'ont pas fait le dossier à l'ARS parce qu'il n'y avait pas un seul lit supplémentaire. C'était la somme de Saint-Roch, Saint-Jean et Sainte-Marguerite. Donc c'était pas un plus, c'était en transfert. Voilà. Monsieur de Hubeda. Oui, merci Madame le maire. Oui, c'est un sujet complexe quand même. Hein, voilà. Donc effectivement, il faut bien peser les avantages et les inconvénients. À Toulon en commun, nous sommes franchement contre le déménagement des cliniques à l'accro.
inverse, contrairement au Rassemblement national. Pour des raisons écologiques, sociales, médicales. Donc c'est hors de question pour nous de favoriser une telle démarche. Écologique et parce qu'il y aurait des déplacements massifs de population, social parce qu'il faudrait se rendre là-bas. Bon, bref, je ne développe pas. Il y a d'autres sujets à prendre en compte, comme et vous y avez répondu au moins partiellement, au moins sur certains sujets de façon satisfaisante à nos yeux, notamment sur les espaces verts, notamment sur les écoles, et nous vous en remercions. Il reste le domaine tout de même de la concertation où, vous le savez, nous sommes, nous, pour une concertation encore plus large et encore plus ouverte. Et j'en veux pour preuve de nos divergences, c'est que nous avions alerté au sein même de ce conseil municipal le 21 octobre 2021 sur les risques de ce déménagement et que la réponse de M. Falco avait été de dire « Eh bien, c'est du privé, c'est des rumeurs, on ne peut rien faire. » Que de temps perdu. Que de temps perdu. Si on avait fait ça avant, on aurait moins de problèmes maintenant. Ceci dit, prenant en compte ce que vous nous avez apporté comme information aujourd'hui, nous allons changer notre vote et nous allons nous abstenir uniquement sur le point du manque de concertation suffisante. Monsieur de Hubeda, la concertation sur le fait de déclasser une parcelle, avouez que... C'est global. Voilà. Mais global, après on va concerter sur le projet, on a déjà concerté, mais on a promis, et j'ai promis, qu'il y aurait un groupe de concertation. Il y aurait d'abord un conseil de secteur sur ce projet-là, et un groupe de concertation. Après, je retiens, en effet, je vous remercie de changer votre vote, je retiens que le RN est contre, voilà, et que vous êtes contre. Je vais laisser là, c'est ce que M. Goutzef a dit. Mais non. Laisser la parole à des gens qui sont formés, qui sont médecins, qui sont de la partie santé. Dominique? Oui, merci. Quand je vous entends parler, je ne peux que prendre la parole. En tant qu'ancien médecin hospitalier, j'ai exercé pendant 40 ans à l'hôpital public de Toulon, donc je connais bien le tissu sanitaire de cette région. Je crois que ce sujet est un sujet important qui est quand même supervisé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est elle qui organise la prise en charge et la qualité des soins qui sont définis dans notre région, qui définit où vont être disposés les équipements lourds et où s'installent les différentes cliniques et hôpitaux. Je voudrais vous rappeler quand même que sur la région de Toulon, nous avons la chance d'avoir 2 hôpitaux, l'hôpital militaire Sainte-Anne et l'hôpital public Sainte-Mus, centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seigne d'ailleurs. Donc nous avons cette chance d'avoir ces 2 établissements publics hospitaliers et les cliniques privées font partie de l'offre de soins du tissu sanitaire de Toulon et il faut préserver cet équilibre qui est un équilibre qui pour l'instant fonctionne bien. Nous avons la chance que les 2 hôpitaux publics qui se faisaient la guerre, public et militaire, se faisaient la guerre il y a quelque temps, travaillent la main dans la main pour le confort et l'offre de soins la meilleure sur l'établissement public. Et l'offre de soins privés est également d'une grande qualité. Vous dites qu'on a perdu du temps, mais l'hôpital privé Saint-Jean s'est agrandi. Il y a eu Saint-Jean 1, Saint-Jean 2, et il lui demande maintenant Saint-Jean 3. Donc je crois qu'on ne peut que se satisfaire de cette solution. Il faut penser aussi à l'équilibre de l'offre de soins de l'Ouest. Bandol, Sanary, Sifou, vous n'êtes pas sans ignorer que la proximité de Marseille peut provoquer une attirance pour les habitants de ces régions de partir sur Marseille. Si on déplace tout sur l'Accro, cela induirait une perte pour ces patients, une perte de chance et de partir sur Marseille. Voilà, donc je pense que vraiment c'est un sujet grave, c'est un sujet important, il faut faire confiance aux professionnels. Je pense que l'hôpital privé Saint-Jean a tout son intérêt à rester sur la ville de Toulon et je pense qu'ils ne reviendront pas sur leur décision. Voilà. Denis, tu peux nous dire 2 mots sur la sécurité aussi? Oui, merci Madame le maire, j'appuie 100% ce que vient de dire Dominique. Donc je voulais insister sur 2 choses. La première, c'est l'interpénétration absolue des services publics et privés
dans l'enceinte métropolitaine. Et je vous rappellerai à toutes et à tous ce qui s'est passé pendant la Covid. Sans l'apport des réseaux de cliniques privées, on aurait certainement eu des centaines de morts de plus. Tout simplement, moi je vais vous le dire, j'étais à Sainte-Anne 12 heures par jour, chaque jour pendant l'épidémie. C'est grâce à la clinique Saint-Roch et à la clinique Saint-Jean qu'on a pu évacuer des patients qui devaient être hospitalisés mais qui ne nécessitaient plus de soins trop lourds, qu'on a pu nous absorber sur Sainte-Anne des patients très lourds, qui seraient morts sans aucun problème, puisque de toute façon il n'y avait plus de place dans cette muse et nulle part ailleurs. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'importance des plans d'urgence. Donc au niveau de la métropole, nous sommes très bien gréés, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Le vrai problème, M. Koutchev et le RN, vous devez absolument regarder ce qui se passe en Dracénie. Vous me parlez de désert médical, mais le désert médical, on est très bien comme il faut. Si l'ACRO veut des lits supplémentaires, qu'il en fabrique, mais qu'il ne déploie pas le tissu toulonnais et métropolitain pour des raisons que je ne préfère pas aborder ici. Donc si vous voulez avoir une action pérenne sur la santé des citoyens dans le Var, il faut se battre pour que nos camarades de Brignoles et de Draguignan ne descendent pas pour aller aux urgences sur les cliniques et sur les hôpitaux publics ici à Toulon. Quant à la pédiatrie, sachez, M. Koutchev, qu'il n'y a aucune pédiatrie médicale dans les privés, privés à but lucratif, tout simplement parce que les minots, ça coûte de l'argent, ça n'en rapporte pas. Ça, c'est juste pour votre gouvernement. Alors, M. Navarra. Voilà, moi je veux pas rentrer dans la... Pardonnez-moi, Madame le maire, simplement vous avez dit le Rassemblement national est contre l'extension... Pas du tout. Madame le maire, si vous voulez, on pourra à la prochaine séance reprendre dans le procès verbal mot pour mot ce qui a été dit, ce qui a été rappelé. 1. La majorité municipale actuelle, elle, s'est opposée pendant longtemps à l'extension de la clinique Saint-Jean. Ça, c'était un fait. 2. Nous nous sommes opposés à l'oukase qui était fait au maire de l'Accro de faire sa modification souverainement de son PLU dans le souhait, lui, qu'il avait qu'une clinique, méga clinique, s'implante. Un transfert. Ça, ici, on n'est pas à Moscou sous l'URSS. C'est vous qui êtes financé par Poutine. C'est vous qui financez. Qu'une méga clinique s'implante à l'Accro, avec un argument qu'on a parfaitement entendu, c'était que cette méga clinique n'était que le regroupement de cliniques existantes et donc un nombre de lits qui n'aurait pas évolué, mais simplement, il faut juste souffrir et entendre. Non pas qu'on était pour le déplacement de la clinique Saint-Jean à l'Accro, simplement hostile au fait de ne pas respecter la souveraineté du maire de l'Accro, de gérer l'urbanisme de sa commune de l'Accro. Et pardonnez-nous, mais dans ce qui a été dit par mon collègue Koutsef, comme dans ce que j'ai pu dire moi-même, l'offre de soins, bien sûr qu'il y a des déserts médicaux beaucoup plus inquiétants que Toulon. Ok. Enfin, c'est pas parce que on menace à quelqu'un de couper les 2 jambes que moi je vais me satisfaire qu'on m'en coupe une. Je suis désolé, peut-être qu'on est moins mal loti que les autres, mais malgré tout on peut se poser cette réflexion. Et donc oui, nous pouvons parfaitement être favorables à l'agrandissement de la clinique Saint-Jean que vous avez refusé longtemps. Et encore une fois, nous ne vous disons pas que nous sommes hostiles au projet. Simplement, le vote d'aujourd'hui, c'est pas un choix binaire avec « est-ce que vous êtes pour ou contre tel projet ?» Pardon, mais en l'espèce, c'est un peu ce qui a été avancé comme observation du vote. Nous n'avons pas prévu de voter contre. Moi, je me réjouis qu'il puisse y avoir des changements de vote, que la gauche qui voulait voter contre s'abstienne. Nous nous abstenons du fait, et c'était ce qui était prévu, c'est un tableau de vote que nous travaillons, nous nous concertons entre nous, on est aussi amenés à discuter, on s'abstient, mais pas parce qu'on n'est pas pour l'agrandissement, pas parce qu'on n'est pas... C'est qu'en l'état, dans ce qui nous est présenté, je vous remercie de vos réponses, de l'accord moral, verbal que vous avez eu avec le groupe Sainte-Marguerite qui vont maintenir leur implantation une fois l'agrandissement, quand bien même, et avec leur liberté, ils partiraient. Je vous remercie, nous vous remercions de l'assurance que vous nous portez du fait que cet espace sera, quoi qu'il en soit, toujours destiné à une offre de soins, donc libre à d'autres opérateurs de reprendre ces locaux. Mais encore une fois, ne nous dites pas que nous sommes contre l'agrandissement, 2, favorables à l'Accro, donc pour déposséder Toulon. On pourrait effectivement avoir une offre de soins renforcée à l'Accro sans déposséder Toulon. Enfin, encore une fois, pitié sur cette question, ne soyez pas binaire et souffrez juste qu'on dise, et ça c'est un fait que vous n'avez pas nié, que pendant des années, la majorité d'Hubert Falco
a refusé l'agrandissement, contrairement à nous. Alors, je vais revenir, parce que là, vous êtes en train de dire qu'Hubert Falco avait donné son accord aussi à la CRO. Alors, c'est faux. C'est faux. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé. En effet, il les avait reçus. Dans un premier temps, il a été demandé par Christian Simon, maire de la CRO, de faire un établissement de santé sur la CRO. Ce à quoi il avait dit oui. En effet, et moi j'ai aussi proposé à Christian Simon de pouvoir faire un établissement hospitalier sur la CRO, à la condition de ne pas absorber celle du Toulon. Ce à quoi, quand Christian Simon et M. Thierry sont venus voir M. Falco en lui disant oui, mais du coup on va transférer les 3 cliniques, parce que ça ne concerne pas que Toulon, ça concerne aussi Hyères. Là, il y a un courrier de M. Falco disant qu'il y est opposé. Donc on ne peut pas dire qu'il a dit oui à un moment pour faire une clinique à la CRO à la place de Toulon. Non, c'est pas vrai. Ceci est faux. Voilà. Et moi j'ai aussi proposé à Christian Simon de faire aussi un établissement de santé. Ce à quoi il m'a dit non. Voilà. Donc il m'a dit qu'on ne peut pas dire. Donc on rétablit. Hein, voilà. En effet, on a peut-être tardé. Après il fallait trouver un lieu quand même. Hein. Et je dois vous dire que ça fait 6 mois qu'on travaille pour voir comment on peut déplacer. Voilà. Monsieur Dehubéda. Oui, je vous remercie. Oui, contrairement à ce que disent les poutinistes, l'intérêt général n'est pas une addition d'intérêts particuliers. Et donc l'intérêt de la CRO ne devrait pas s'additionner, il devrait s'agglomérer avec le reste. Donc c'est une des raisons de plus, mais c'est une conception de l'intérêt général qu'évidemment nous avons en divergence avec les pétinistes, c'est ça, toujours. Ben oui, c'est eux qui ont créé votre parti. Je vous offrirai l'archipel du Goulag pour voir ce qu'on fait vos votes. Donc, on disait tout à l'heure, c'est un sujet complexe, c'est un sujet très important, et dans lequel l'action publique peut faire des choses importantes, a une grande capacité d'action. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait ce que disait Mme Andreotti en disant « faites confiance aux professionnels ». On est en train de parler de l'action publique. Donc là, on est en train de voter sur des décisions politiques et d'action publique et de politique générale de la santé. Donc oui, les professionnels ont bien entendu leur mot à dire, mais il y a quand même autre chose à prendre en compte. Sur la perte de temps, oui, madame, je suis au regret de vous dire, nous sommes intervenus en conseil municipal le 21 octobre 2021. Monsieur Falco a ensuite dit qu'en décembre 2021, il avait, donc on a perdu, qu'il avait écrit une lettre au GIE Sainte-Marguerite, évidemment après l'alerte générale. Il l'a dit en 2023, on a perdu du temps. Non, c'est en 2021 le courrier. Il a fait courrier à M. Thierry en 2021. Décembre, 2 mois après notre intervention au conseil municipal. C'est bien, merci beaucoup. Vous voyez qu'on peut être d'accord des fois. Tout à fait, tout à fait. Mais plus profondément sur l'action, et là je réagis aux propos de Mme Andreotti et de M. Gutiérrez pour leur dire, oui, bien sûr, il faut travailler, c'est un peu comme dans l'éducation d'ailleurs, on peut travailler ensemble, privé, public, enfin, travailler ensemble, essayer d'être complémentaires, essayer, parce que c'est pas facile. Mais M. Gutiérrez a quand même dit quelque chose d'assez impressionnant, je dirais. Il a dit, le privé ne veut pas de la pédiatrie parce que ça coûte de l'argent et qu'on n'en gagne pas assez. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut favoriser le public et pas le privé. Et c'est pareil dans l'éducation. Je vous demande de réfléchir à ça. On est dans l'action publique. On est dans une politique à déterminer sur le plan de la santé, ici à Toulon. Donc il faut favoriser le public. Par exemple, nous faisons une proposition, c'est de créer des centres de santé liés à l'hôpital public dans les quartiers de Toulon. Évidemment, on ne va pas faire 10 centres de santé, mais si on en faisait, tiens, à l'ouest, Mme Andreotti, et dans d'autres endroits, voilà une réponse qui serait pilotable par l'action publique beaucoup plus facilement que par le privé, puisque justement, le privé, il a d'autres intérêts. M. Gutiérrez vient de le dire, mais M. Falco l'avait dit ce jour-là au conseil municipal d'octobre 2021. Ils ont d'autres intérêts, effectivement. Donc, merci le public et favorisons le public. Et comme vous l'avez bien dit, il faut
travailler à la fois privé et public. Voilà, je crois que pour ce qui est du soutien à l'hôpital public, je crois qu'on fait le nécessaire. Madame le maire, oui, juste, merci. Juste une petite précision, parce qu'on a l'impression qu'Hubert Falco n'a pas accompagné le développement de la clinique. Quand on écoute les propos de l'opposition, je voudrais juste rappeler que Saint-Jean 2, notamment qui a été évoqué par notre collègue le Dr Andréotti, n'a été fait que parce que le conseil municipal, et Hubert Falco à l'époque, a cédé une parcelle, sur laquelle d'ailleurs il y avait une activité de contrôle technique, à la clinique, et a favorisé le développement, la création du parking et la création de l'extension de beaucoup de locaux. Donc Hubert Falco a toujours accompagné et suivi le dossier des cliniques, de la clinique Saint-Jean sur Toulon. Je voulais juste rappeler. Il est bon des fois de faire un petit devoir de mémoire quand même. Oui. Voilà. Saint-Hubert, le Qui est Romulus, c'est pour? Rémus de Toulon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe donc à la culture. Un peu de culture comme toujours après. Amiral. Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'autoriser l'adhésion à la Fondation du patrimoine, cette institution importante en France et qui aide les collectivités, mais pas seulement, également les particuliers, dans leurs travaux, dans leur souci de préserver le patrimoine. Cette adhésion s'élève à 1 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Jérôme. Merci Madame le maire. Ce projet de délibération a pour objet de modifier certains tarifs de la fourrière automobile. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Monsieur Mali, l'animal dans la ville, après les chats et les chiens, on passe au marché. Et les chiens. On attribue des subventions de fonctionnement à 2 associations de protection animale et on a signé également un avenant à la convention qui est destinée à une société protectrice des animaux. Tout ça pour un montant de 20 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Valérie. Oui, merci Madame le maire. Il s'agit de cette délibération. Attendez. Monsieur Lebert, Madame Bérard, Monsieur Chenevard, Monsieur Puteriez et Monsieur Dehuméda sortent de la salle. Alors oui, il s'agit d'attribuer. Il s'agit d'attribuer avec cette délibération des subventions de fonctionnement à 21 associations d'anciens combattants pour un montant de 38 200 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous pouvons. Pour lever la main. Allez, nous retraités. Merci. La ville souhaite accompagner et soutenir des associations qui proposent des animations en faveur du public CEMA. Donc ici, 15 associations pour un montant global de 13 200 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Éric. Vous voyez, Monsieur Dehuméda, n'hésitez pas quand même sur l'éducation. Merci Madame le maire et chers collègues. Il s'agit d'une autorisation d'urbanisme relative aux travaux et des travaux dans l'école élémentaire d'Artoriac. Nous créons un local de stockage sous le préau et dans le foyer des anciens, nous nous mettons en conformité dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Avant de lever la séance, je voulais tous vous inviter à venir place de la Liberté le 10 mai pour célébrer le passage de la flamme olympique à Toulon.
C'est un moment unique dans l'histoire de la ville. Le service de communication va vous distribuer à chacun le programme de la journée et un exemplaire du petit drapeau qui sera distribué. Les drapeaux seront distribués à la population sur place. Merci à tous et que l'esprit de l'Olympique nous inspire. Voilà. Deuxième petite information, je vous rappelle qu'il y a des élections le 9 juin et que nous manquons à l'heure actuelle de président de bureau de vote. Je vous rappelle aussi que c'est une obligation pour les élus de présider un bureau de vote. Merci beaucoup, je lève la séance. Je vous souhaite un bon week-end.